parti. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à J-279 jours de la date fatidique de lancement de l'obligation de facturation électronique. Concrètement, ça signifie 191 jours ouvrés, soit un peu plus de 27 semaines avant le 1er septembre 2026, date à laquelle la facturation électronique deviendra une réalité pour toutes les entreprises en réception, mais aussi en émission pour certaines d'entre elles. 191 jours, ça peut sembler confortable, mais entre les jours fériés, l'été que l'on va traverser, les priorités du quotidien et les imprévus qui s'accumulent, ces semaines vont filer à grande vitesse. Et heureusement, 2025 a été une année d'avancée, je dirais, majeure. Le cadre juridique s'est consolidé, les normes se sont stabilisées, les spécifications techniques se sont confirmées et les phases de test ont préparé le terrain pour 2026. Aujourd'hui, nous avons une trajectoire claire. 2026 sera l'année du passage à l'action. La question n'est donc plus comment il faut s'y mettre, mais bien comment s'y préparer intelligemment. C'est précisément le sens de notre échange d'aujourd'hui. Faire le point sur les travaux législatifs, sur les avancées normatives et surtout les enjeux opérationnels à venir, du reporting au cas d'usage jusqu'au rôle de Chorus Pro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marc Daman de la société Simtrax, expert en digitalisation, et je suis à conférence exceptionnelle, invité exceptionnel. J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette conférence par Mathieu Legal, chargé de mission à la DGFIP. Bonjour Mathieu. Bonjour Marc, bonjour à tous, ravi d'être. Ah, juste au moment où il se faisait. Voilà. C'était bien. Hein. Il va revenir. Il va revenir, ouais. Et donc Cyril Sotoro, que l'on ne présente plus, qui est donc président d'Anne-Marielle Conseil, mais aussi du FNFE et de la commission AFNOR, pour lequel il interviendra aujourd'hui. Merci à eux pour leur disponibilité, car j'ai été un petit peu tendu dans notre préparation de cette conférence. Je vous en prie de m'en excuser. Et évidemment, pour leur engagement pédagogique, puisqu'on est vraiment dans une phase collaborative de tout l'écosystème pour vous préparer au mieux à cette réforme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un tout petit peu le pouls de l'auditoire et par rapport à ça, avec un court sondage que va lancer donc Océane, qui est la modératrice de ce webinaire. N'hésitez pas enfin, si ce webinaire, cette conférence vous a plu, de nous noter 5 sur 5. Et puis sinon, vous pourrez effectivement poser vos questions tout au long de cette conférence qui seront sélectionnées. Donc, soyez précis dans vos termes. Et nous allons, ce sondage nous permettra de mieux comprendre où vous en êtes collectivement, d'ajuster éventuellement notre discours pour mettre en lumière, je dirais, les enjeux opérationnels qui comptent vraiment pour vous. Maintenant, je crois que vous allez devoir vous accrocher, rester bien concentrés. Voici le programme. On va commencer par les fondamentaux. Je me permettrai de revenir très rapidement sur les fondamentaux de la réforme et puis les avancées normatives qui seront donc introduites par Cyril Sotoro. Et ensuite, on reviendra sur les travaux législatifs qui ont donc abouti en cette fin du mois d'octobre et début du mois de novembre, avec la loi de finances 2026 qui est toujours en cours de discussion, suite à l'échange que nous avons eu ce mardi avec la ministre de la fonction publique, justement, qui défend, on va dire, l'article 28 de cette loi de finances 2026. Et puis, on se mettra au niveau des aspects opérationnels qui vous concernent, de Chorus Pro, comme je l'ai indiqué, au e-reporting, en passant par les cas d'usage, et bien évidemment, les plateformes agréées, où on reviendra sur un certain nombre de points importants, et puis les perspectives sur 2026. Voici le programme qui est donc assez chargé. Alors, sur les fondamentaux, on va aller extrêmement rapidement parce que, en principe, l'auditoire commence maintenant à avoir une visibilité assez claire des enjeux, de qui est concerné, à savoir les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires et leur forme juridique, les entités publiques lorsqu'elles sont assujetties, bien entendu. Et si je reviens un petit peu sur l'agenda sur lequel nous avons travaillé et nous travaillons tous les jours, je partirai de octobre 2024 où il y a eu un changement de paradigme au sein de la Direction générale des finances publiques qui nous a un peu pris de court, mais comme on se prépare depuis plusieurs années, effectivement, on a été en capacité de s'adapter, quel que soit effectivement l'opérateur, l'acteur de ce changement, pour vous apporter effectivement des solutions dans les temps impartis. Donc, publication de ce décret dans lequel on voit la disparition au niveau de factures, au niveau du portail public de facturation et l'obligation de passer par des plateformes agréées qui, au départ, s'appelaient des plateformes de dématérialisation partenaires avec ce nouveau nom. En janvier 2025, création de la commission AFNOR. Voilà. Cyril, tu me confirmes, c'était bien ça, de janvier 2025 ?
février 2025, oui. Oui, c'est ça. Et puis, avec tous les travaux qui ont donc eu lieu et des travaux qui ont été assez difficiles, bien entendu, puisque ce n'est pas si simple, heureusement, hein, puisque en fait, c'est quand même quelque chose qui va changer notre quotidien. La bascule des PA, donc des plateformes agréées vers le service annuaire, avec l'ouverture de cet annuaire, l'ouverture du service annuaire en qualification production, et puis en septembre 2025, l'annuaire ouvert aux entreprises en consultation. Et vous avez pu donc voir quelles étaient les entreprises qui avaient déjà sélectionné une adresse de facturation. Je crois d'ailleurs que pour le FNFE, c'est déjà le cas, Cyril. Vous avez déjà, vous, sélectionné vos adresses, créé votre adresse de facturation électronique. Et on échange des factures depuis le mois de juillet. Voilà, donc vous voyez, on peut tout à fait anticiper cette réforme. Octobre 2025, c'était donc le mois dernier, début de la levée des réserves des PA, on y reviendra avec l'ouverture du service de déclaration en qualification. Et puis novembre 2025, justement, la publication, pas plus tard qu'il y a 15 jours, je crois, les dernières publications des normes AFNOR, pour lesquelles je rappelle qu'une norme a vocation à vivre au quotidien. Donc, on vous expliquera au cours de cette conférence qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la prochaine version à chaque fois des normes pour pouvoir commencer à travailler. J'espère que ce n'est pas votre cas, parce qu'en fait, une norme est là pour vivre au quotidien en fonction des exigences et des contraintes techniques, bien entendu. Sur cette partie, les deux volets de la réforme, c'est le invoicing et le reporting. On n'est pas là pour le définir. Vous le connaissez déjà un tout petit peu, on y reviendra. Et puis, une nouvelle notion qui apparaît de votre côté, c'est le cycle de vie, effectivement, avec la transmission des informations, c'est-à-dire des statuts autour de la facture. Et cette conférence n'a pas vocation à bien détailler ces parties-là. Et vous pourrez poser vos questions, néanmoins, auxquelles nous pourrons y répondre au cours du webinaire. Alors, je reviens rapidement sur ce circuit de transmission de réception, effectivement, dans lequel, en fait, de nouveaux acteurs apparaissent. Ces nouveaux acteurs, ce sont tout simplement les plateformes agréées qui vont donc centraliser l'ensemble des flux. Et puis, ils vont avoir des contraintes d'interopérabilité, bien entendu, avec l'obligation d'émettre vers le portail public de facturation dans les deux missions qui concernent aujourd'hui le portail public de facturation, que sont l'annuaire, à savoir l'adresse, la gestion des adresses de facturation, on y reviendra un tout petit peu plus tard, et puis le concentrateur de données pour l'administration fiscale, seul habilité à transmettre les données à l'administration fiscale, que ce soit dans un cas du invoicing, c'est-à-dire la transmission d'une facture électronique entre deux assujettis à TVA en France, ou que ce soit donc en émission de e-reporting parce que vous êtes concerné par le e-reporting, donc les données de transmission, soit de paiement, soit autour de vos transactions B2B internationales en acquisition, en vente, voire bien entendu le B2C. Et au centre de ces éléments, la semaine dernière, enfin fin octobre, est apparu effectivement aussi le 31 octobre, je crois, les publications de Chorus Pro qui ont défini de manière définitive le fait que Chorus Pro devient la plateforme du secteur public et non pas du public. Donc, c'est-à-dire qu'en émission, chaque entité publique devra passer par Chorus Pro pour émettre ses factures, avec un alignement effectivement des spécifications techniques de Chorus Pro vers les plateformes agréées, et puis une plateforme de réception qui restera Chorus Pro. On va le voir en précisant dans la partie opérationnelle comment ça s'articule pour les entités publiques et l'administration. Cyril, est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose sur cette partie? Non, je pense que c'est assez clair. Effectivement, en clair, Chorus Pro est la plateforme agréée du secteur public. Voilà. Voilà. Mathieu, je crois que les choses ont été assez claires. On y reviendra d'ailleurs dans cette précision. On demandera à chacun, bien entendu, d'intervenir pour apporter toutes les précisions nécessaires. Donc, 3 commissions ont permis effectivement de créer cet écosystème et de renforcer, on va dire, la partie standardisation. Donc, cette commission administrative qui est donc la Direction générale des finances publiques. Est-ce que tu veux en dire un mot rapidement, effectivement, Mathieu, de ton côté? Oui, tout à fait. En fait, cette commission, elle a un rôle qui est assez simple, c'est un rôle de coordination puisqu'il y a des travaux qui se font au niveau de la commission AFNOR, Cyril en parlera sur les flux de factures et l'administration récupère, elle, des données et a mis en place l'annuaire. Donc l'idée, c'est que tout soit bien coordonné et c'est-à-dire que les fichiers qu'on récupère correspondent bien aux flux de factures, donc il y a des enjeux d'harmonisation. Et après, il y a des enjeux aussi juridiques puisque tout parle effectivement des textes et donc on s'assure que ce qui est écrit dans le cadre juridique correspond bien à la technique. Donc c'est vraiment une commission de coordination et de régulation pour être certain que l'ensemble.
Et donc, merci Mathieu. Et donc, la commission AFNOR, je te laisse peut-être la présenter, Cyril. Oui, donc effectivement, elle est créée depuis le mois de février. On a maintenant plus de 250 membres et on a beaucoup travaillé cette année puisqu'on a fait plus de 60 ou 70 réunions de travail sur les 3 sujets qu'on présentera un peu plus tard. Et l'objectif de cette commission, c'est effectivement de définir le socle commun, que ce soit sur les profils, de travailler les cas d'usage et travailler aussi une API standard pour permettre à l'ensemble des logiciels de gestion de se connecter de façon la plus universelle possible avec les plateformes agréées. Voilà, et donc, effectivement, on est toujours dans l'ensemble de nos réunions, on a toujours l'administration fiscale qui participe pour s'assurer qu'effectivement, on respecte bien la réglementation. Et d'ailleurs, on a dans le cadre de ces commissions aussi défini des aspects, on va dire, de mapping, enfin de création, enfin comment on crée les flux 1 et les flux 10, pour ceux qui sont un petit peu dans la réforme, tout en partant de factures totalement standards qui respectent la norme à la fois européenne et ses contraintes françaises. Merci Cyril. Et puis la dernière commission est donc la commission PayPal, qui est donc, je dirais, gouvernée par l'administration française. Je ne sais pas si vous deux en parler rapidement, mais ce n'est pas le sujet forcément de cette conférence, mais peut-être qu'on peut en dire un mot. Et pourquoi en fait cette commission a été créée? Très rapidement, alors oui, c'est une autorité PayPal France qu'on a mis en place. PayPal, c'est quoi? C'est un réseau d'interopérabilité, c'est-à-dire quand vous êtes connecté sur PayPal, vous êtes une plateforme, vous êtes nativement connecté à toutes les autres plateformes existantes sur le marché. C'est juste s'assurer que les plateformes communiquent bien entre elles. Et la France est devenue autorité PayPal France. Pourquoi? Parce que ça nous permet en fait de préciser les règles de fonctionnement PayPal au niveau français et de s'assurer que globalement tout le monde parle le même langage et la même langue dans les mêmes tuyaux. Voilà. Voilà, ce qui signifie que nous, en tant que PA, si je me mets de notre côté, on a été bien entendu. Voilà, cette fois-ci. On a C'est perdu Marc, Marc cette fois-ci. Oui. on a perdu Marc, mais si vous êtes tous là, je vais profiter de son retour pour compléter. Donc effectivement, voilà, il revient. Ah, Bonjour Marc. il est revenu. Bonjour. Merci Webikeo pour votre soutien et votre support. Donc je disais, pour finir ta phrase, en tant que PA, tu as probablement signé un contrat avec PayPal France pour C'est indiquer que fait, tu oui. respectais ce qu'on appelle les specific requirements, donc les exigences particulières pour la France du réseau PayPal. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois Access Point PayPal au niveau d'Open PayPal, et puis Mhm. l'organisme en charge effectivement du réseau PayPal, et puis on a donc déclenché notre dossier auprès de l'autorité France PayPal pour pouvoir avoir cette accréditation au niveau France et les spécificités qui s'y rattachent. En ce qui concerne donc maintenant la partie 2, on va revenir justement, tu avais la parole Mhm. Cyril, c'est parfait, sur cette partie normative et donc au niveau de la commission AFNOR, 3 normes, 3 publications qui ont été publiées pas plus tard que fin octobre, début novembre. Oui, donc effectivement, on a eu, enfin, ça date aussi du 31 octobre, mais le temps que ça sorte, c'était plutôt début novembre. On a eu 3 publications, en fait, 3 espaces de publication et on publie des add-ons, on va dire, tous les 3 mois. Enfin, on est pratiquement au bout quand même là, hein, maintenant. Donc la version qui a été publiée sur les 3 normes au mois de novembre contient le périmètre de l'ensemble de nos discussions jusqu'alors. Ah, parce que c'est Cyril qui Ah, a intervenu. maintenant c'est Cyril qui se met. J'espère que En fait, Webikeo va pouvoir stabiliser ça. Cyril, donc, oui, moi, je ne touche plus à on va rien. faire des allers-retours comme ça va être sympathique pendant toute Voilà, c'est la ça. conférence. Maintenant, on est réactif avec Webikeo pour nous faire remonter. Bon, Oui, alors, je me disais donc que, effectivement, la norme Z12012, donc la première, il s'agit des profils et formats. Donc, ça veut dire les formats UBL, C2I, Facturix existe déjà, mais en rajoutant les règles de gestion additionnelles pour la France, puisqu'il y en a qui a quelques exigences particulières. Et puis aussi, là, c'est plutôt le FNFE qui publie en parallèle les schématrons, c'est-à-dire les outils de contrôle qui permettent d'exécuter finalement l'ensemble de ces règles de gestion. Sur la version actuelle, donc celle qui vient d'être publiée, on a rajouté aussi les règles de gestion spécifiques au secteur public,
Chorus Pro, donc, parce qu'effectivement, en plus des règles spécifiques à la France, quand on atteint le secteur public, vous le savez déjà, eh bien, il y a des règles additionnelles des règles sur des tailles de champs, enfin un certain nombre de choses, des identifiants particuliers qu'il faut fournir, que tout le monde sait déjà faire, mais là, on l'a mis directement dans la norme. Le deuxième, qui est la 013, alors qui est un peu particulière, c'est une norme qui vise à définir un standard de connexion en mode API, donc en mode connexion machine to machine, entre les utilisateurs et leurs solutions de gestion de type, je ne vais pas donner de marque, mais toute solution de gestion de l'activité d'une entreprise ou de la compta d'un expert comptable, c'est à peu près la même chose, et la plateforme agréée pour avoir accès aux factures, soit les pousser, soit les recevoir, soit pousser les statuts, soit recevoir les statuts, et ce, de façon la plus universelle possible encore, puisque comme on a une centaine de plateformes agréées et plusieurs milliers de solutions de gestion, on voit bien que si tout le monde fait ses API pour les imposer à son voisin, ça va devenir très compliqué. Donc l'objectif, c'est d'avoir un truc commun qui soit utilisable par tous, qui n'empêchera pas certains de faire des choses plus spécifiques et plus intelligentes, bien sûr. Et la troisième norme, qui est probablement la plus importante pour les entreprises, en tout cas qui est fonctionnelle, c'est l'étude de l'ensemble des cas d'usage. C'est-à-dire c'est la réalité des entreprises et comment la réalité des entreprises va rentrer dans la réforme. Donc, à la fois, ça permet de dire, d'abord regarder les usages des entreprises qui parfois peuvent être recentrés, mais parfois ont des vraies utilités. Donc, il faut plutôt que ce soit finalement la norme elle-même qui s'adapte pour continuer à répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on a une certaine flexibilité un peu dans les deux sens sur ces travaux. Et donc, dans un premier cas, on va plutôt expliquer aux entreprises comment utiliser la norme et les profils et les différents statuts pour fonctionner avec les données dont elles ont besoin, donc où est-ce qu'elles vont les poser. Et puis de temps en temps, on est amené à ajouter ce qu'on appelle des extensions, c'est-à-dire des données additionnelles, des règles de gestion additionnelles applicables en France, et que tout le monde devra pouvoir être en capacité d'accepter, et de façon à ce que ça permette, effectivement, à des cas très particuliers dont on parlera à la fin, de pouvoir continuer à s'exécuter, parce que c'est la vraie vie, et on ne va pas demander à tout le monde de s'inscrire, d'avoir une opération de changement de ses pratiques, et finalement de retour arrière sur les optimisations qui ont déjà été faites. Et c'est vrai que par rapport à ça, donc il y a un nouveau schéma qui est maintenant aujourd'hui au niveau de la réforme, qui est dans la transmission et la réception de ces factures. Voilà, donc effectivement, j'ai l'habitude de présenter ce schéma-là, enfin ce cadre de schéma, pour que tout le monde comprenne bien que cette réforme, elle vient résoudre un sujet qui est de plus en plus prégnant et fatigant d'ailleurs pour les chefs d'entreprise, qui est que ces factures sont à peu près disséminées partout parce qu'on achète sur des réseaux, parce que on achète en ligne, on achète au travers aussi de tiers par moment, et donc les factures, elles sont sur les sites là où on a acheté. En plus, comme on se les envoie en mail, des fois, la personne d'en face ne les reçoit pas parce qu'il y a des anti-spam. Enfin bref, et puis après, on est demandé, beaucoup d'acheteurs nous demandent de déposer des factures sur leur portail, qui ont tous des têtes différentes, et puis parfois même les fournisseurs nous demandent d'aller chercher des factures sur leur portail, qui ont toutes des têtes différentes. Et donc l'apport principal de la réforme, c'est de dire il faut mettre un terme à tout ça et rendre les choses simples, partant d'un principe assez simple qui consiste à dire, vous allez définir toutes les entreprises une adresse électronique de facturation, comme on a une adresse physique de facturation quand on faisait du papier, ou à la limite, comme on a un email quand on la reçoit en PDF, sauf que l'email, ça n'arrive pas toujours. Et cette adresse de facturation, en plus, elle va être normalisée puisqu'elle commence par votre numéro de sirène. Donc, elle est universelle et l'objectif, c'est qu'elle reste en vie tout le long de votre vie et que, justement, vous n'ayez plus à changer d'adresse. Alors, vous pouvez, en tant qu'acheteur, bien sûr, définir plusieurs adresses qui commenceront toutes par votre numéro de sirène parce que éventuellement vous avez des besoins d'achat différents qui nécessitent de choisir des plateformes agréées différentes ou de faire des paquets de réception de factures différentes. Un exemple simple est mes factures de frais, j'ai peut-être envie de les recevoir dans un endroit particulier parce que le process de traitement des factures de frais est un peu particulier. Une fois que cette adresse ou ces adresses sont définies, on les pose dans un annuaire, qui est l'annuaire du portail public de facturation, et qui a pour objet de rendre tout ça public, de façon à ce que les vendeurs n'aient pas forcément à demander à tout le monde quelle est votre adresse, mais c'est public, donc on consulte l'annuaire, on connaît l'adresse ou les adresses des entreprises. S'il n'y en a qu'une, c'est facile, il n'y en a qu'une. Et s'il y en a plusieurs, il faut effectivement demander à son acheteur laquelle il faut choisir dans cette situation. Et une fois qu'on a bien paramétré son système avec cette adresse, qui doit être dans le système d'info, on le pose dans sa facture
à la place de la facture électronique, enfin de l'adresse de facture électronique, qui est obligatoire dans les factures, justement, c'est ce que la norme oblige. Et à partir de là, la facture va être échangée au travers des plateformes agréées, avec des dates certaines, avec un suivi, puisqu'il y a des statuts qui permettent de savoir qu'elle est arrivée à la première plateforme, puis à la deuxième, qu'elle a été rejetée ou pas, juste qu'elle a été notifiée au client. Donc ça veut dire qu'on sait quand elle est passée, l'acheteur peut plus dire qu'il l'a pas reçue et c'est pour ça qu'il paye pas. Le vendeur peut pas dire qu'on a du retard au paiement alors qu'il vient de nous l'envoyer la veille avec 30 jours de retard. Enfin, tout ça est tout à fait écrit et connu de tout le monde. Donc, c'est important d'avoir des dates certaines et objectives. Et on a une qualité de transmission puisque c'est pas, il n'y a pas d'anti-spam derrière. Hein, les factures, quand elles arrivent au bout et tout le monde le sait. Et puis après, il y a une deuxième phase de statut, de traitement, qui permet aussi d'avoir une collaboration entre l'acheteur et le vendeur. Donc ça permet au vendeur de ne pas avoir à se déplacer sur un tas de portails pour savoir où en est sa facture. L'information peut être poussée par l'acheteur et elle atterrira directement sur la plateforme du vendeur ou directement dans son système d'info s'il a mis en place les API, par exemple, avec un suivi en temps réel de ce qui se passe de ses factures. Donc le cœur de la réforme, c'est ça, en fait, dans un fonctionnement en B2B domestique. Et quand on parlera de VIDA, c'est que ça marche pareil quand on passera le seuil européen, voire mondial. Effectivement, on en parlera juste en fin de perspective 2026 de VIDA. Merci. Je crois que tu les as dit, alignement des processus aux mêmes problèmes, les mêmes solutions. Tu l'as Ça, pas ça, dit. c'est les grands principes de ce qu'on fait au niveau de la norme. Hein, c'est de dire, il faut aligner les processus, c'est-à-dire faire prendre conscience, et on l'a beaucoup fait aux différents secteurs, parce que la commission AFNOR, c'est la plupart des secteurs qui viennent avec leurs problématiques. Déjà, ils prennent conscience grâce à ça que leurs problématiques ne sont pas que les leurs. Voilà, et c'est vrai que par rapport à ça, on va faire le jeu avec Webikeo aujourd'hui, hein. Mais, sur cette problématique d'ailleurs, je crois que Sébastien, Rabineau est aujourd'hui à Gallia, hein, la journée en fait de l'EDI et du secteur automobile. Donc on voit bien que, les mêmes problématiques, doivent, amener les mêmes solutions. Et puis, un des points que souligne souvent Cyril, c'est ne pas exporter sa complexité vers ses contreparties. Et je crois que c'est un élément essentiel effectivement, de savoir que c'est derrière soit son acheteur ou son vendeur, effectivement, à qui on a exporté sa complexité, mais de garder une certaine cohérence et une certaine simplicité dans les échanges, malgré ce mécanisme qui peut, au préalable, sembler assez complexe. Alors, je vais attendre effectivement que pendant ce temps-là, je demanderai à Cyril de revenir, mais ça tombe bien puisque c'est le moment et je profite que Mathieu soit toujours connecté. Du Pour l'instant, coup, tout va bien. ouais, pour en revenir. Et moi, Mathieu, j'ai voulu mettre en avant ça parce que je crois que c'est une promesse extrêmement prometteuse pour le coup de la Direction générale des finances publiques, qui est donc plus simple, plus juste, plus efficace. Et voilà, je voulais commencer par ça pour revenir, avant de revenir sur les différents travaux législatifs. Oui, bah, en fait, ça, c'est vraiment le cœur de la réforme, c'est vraiment les 3 intérêts qu'on y voit, nous, administration, mais aussi côté entreprise. Plus juste, ça signifie quoi? Là, on vise vraiment l'aspect plutôt, contrôle fiscal, c'est-à-dire, c'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui récupèrent des marchés parce qu'elles respectent pas les règles du jeu, par exemple. Donc quand vous perdez un marché parce que votre concurrent fraude, il y a un problème, c'est pas normal de le faire et la facturation électronique va permettre de lutter contre la fraude fiscale parce qu'on aura des informations plus rapidement en temps réel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au bénéfice des entreprises, mais évidemment aussi au bénéfice de l'État puisqu'on vise des recettes fiscales supplémentaires en matière de TVA. Plus simple, c'est quoi? Bah, c'est 2 aspects, Cyril en a déjà un petit peu parlé. Toutes vos factures arrivent au même endroit, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire le tour des portails fournisseurs pour, récupérer vos factures. Vous allez choisir l'endroit où est votre facture. Ça veut dire qu'aussi vous allez pouvoir automatiser un certain nombre d'écritures. Par exemple, il y a des logiciels comptables qui vont être connectés directement aux plateformes et donc faire la compta presque automatiquement. Vous allez pouvoir voir exactement en temps réel ce qui se passe chez votre client en termes de gestion de factures. C'est-à-dire qu'il y a plus de factures qui s'égarent, il y a plus de factures perdues par la poste, ça n'existe plus. Il y a un impact aussi qui est intéressant sur les délais de paiement qui a été, observé dans les pays qui sont déjà passés à la facture électronique. C'est une diminution assez importante des délais de paiement. Donc ça, c'est quand même essentiel, hein. Il faut savoir qu'en France, la plupart des boîtes, qui se retrouvent en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, c'est des problèmes de délai de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, elles fonctionnent, mais le fonds de roulement n'est pas suffisant parce qu'il y a des paiements qui arrivent en retard et donc ça fait vraiment quelque chose qui est important et plus simple. C'est aussi un des objectifs de l'administration sur la partie,
pré-remplissage de déclaration de TVA, on va récupérer beaucoup de données avec la facture électronique. On va en faire pas mal de choses, dont essayer de pré-remplir vos déclarations de TVA. C'est de la simplification administrative. Et plus efficace, j'en ai parlé déjà un petit peu sur la partie compétitivité. Il y a une étude qui est sortie qui indique environ 4,5 milliards de gains d'économie pour les TPE-PME, juste en modernisant les processus. Donc, de quoi ça parle à ce niveau-là? Eh ben, en fait, on a estimé qu'une facture papier, ça coûte environ 10 euros, une facture électronique, ça coûte 1 euro. Comment est-ce qu'on arrive à ces 10 euros? Et alors, c'est évidemment pas que le coût du timbre-poste, parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont faits avec la dématérialisation par email, mais c'est aussi le temps de traitement, c'est-à-dire une personne qui saisit la facture, qui la classe, qui l'archive. Avec la facture électronique, tout ça peut être automatisé. C'est des données en ligne qui sont structurées et donc on peut extraire des factures pour les intégrer directement dans le logiciel. Donc cette triple promesse, c'est vraiment une sorte de pari gagnant-gagnant à la fois pour l'administration et pour les entreprises. C'est vraiment une réforme qui est bénéfique à tous. Et c'est pour ça qu'elle est fortement soutenue également par les organisations patronales. Il n'y a pas que l'administration qui la vend. La plupart des organisations patronales sont également favorables à cette réforme. Oui, et puis pour appuyer tes propos, avant de rentrer effectivement sur les spécifications externes, la semaine dernière, lors de la journée des credit managers, j'ai eu la chance de rencontrer, la responsable de la commission des délais de paiement de l'Union européenne, qui a confirmé le chiffre suivant: si toutes les entreprises ETI, PME en Europe payaient dans les temps, c'est plus de 100 milliards de cash flow supplémentaires pour les entreprises. Donc on voit que c'est un enjeu majeur, pour l'ensemble de l'écosystème, mais l'ensemble des entreprises et la productivité et l'efficacité des entreprises au quotidien en France et dans l'Union européenne. Publication des spécifications techniques, donc du coup aussi également, quelques éléments peut-être à mettre en avant. Je te laisse peut-être en parler de cette version du 3.1 Oui, avec tout à fait. les mesures de simplification et de tolérance. Oui, bah, en fait, donc c'est la dernière version qui est sortie là au mois de novembre. Donc bon, c'est un sujet qui est assez technique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des balises et des champs. Les 3 messages à retenir peut-être. Le 1er, c'est de dire que c'est une version qui est stabilisée, qui est cristallisée, c'est-à-dire que c'est stable. C'est-à-dire que là, les éditeurs, les plateformes, enfin n'importe quel, prestataire informatique peut développer ses solutions à partir de ces spécifications qui sont publiées, qui regroupent globalement, les informations concernant à la fois l'annuaire et la transmission des données à l'administration. Deuxième point qui était assez attendu, c'est les mesures de simplification et de tolérance. Au sein de la commission AFNOR, Cyril en a parlé, on a reçu énormément de fédérations professionnelles, énormément d'entreprises et on a recensé un certain nombre de demandes de simplification et de tolérance pour la mise en place du dispositif. Ces simplifications et tolérances sont remontées au niveau ministériel. Elles ont été validées par la ministre de l'Action des comptes publics et la ministre des TPE-PME. Et donc elles sont maintenant inscrites noir sur blanc dans l'explication externe. Donc c'est un document qui a une valeur réglementaire puisqu'on les cite dans les textes. Et donc toutes ces simplifications et tolérances sont maintenant inscrites dedans. Je recite une ou deux, par exemple. Il y a des tolérances sur les sanctions si jamais vous n'êtes pas inscrit correctement dans l'annuaire. Il y a des simplifications sur la méthode de TVA sur la marge. Il y a des simplifications sur les reporting internationaux. Enfin, c'est un certain nombre d'irritants qui ont été supprimés par l'administration pour permettre d'avancer sur la réforme. En parallèle, Marc va sur les évolutions législatives. On a un texte actuellement qui passe devant le Parlement, qui vise à globalement apporter des précisions et des clarifications sur une partie du dispositif, essentiellement du côté e-reporting de transactions et reporting de paiement. Et aussi quelques ajustements au niveau des sanctions, notamment la création d'une nouvelle sanction sur le défaut de plateforme agréée. C'est-à-dire que si vous n'avez pas choisi de plateforme agréée pour recevoir vos factures au 1er septembre 2026, l'administration viendra vous fonctionner. Alors évidemment, on commence par accompagner. Il va se passer quoi au 1er septembre 2026? Vous allez recevoir un courriel de l'administration ou un courriel de l'administration en vous disant attention, il y a une obligation légale que vous n'avez pas respectée. Vous avez 3 mois pour vous mettre en conformité et si au bout de ces 3 mois, vous ne vous mettez pas en conformité, il y a une sanction qui va arriver et cette sanction est renouvelable jusqu'à ce que vous vous mettiez en conformité. Voilà globalement sur le programme législatif. Alors vous le savez, il y a pas mal de débats au Parlement en ce moment. Ce qu'il faut retenir sur cet article-là, c'est que c'est un des rares articles qui a été voté, sans difficulté au Parlement. C'est-à-dire que, c'est pas un sujet qui est Sur les politique. 3000, hein, je crois, hein. Mmh. Oui, c'est ça, il y a eu qu'une vingtaine d'amendements sur ce sujet-là et c'est des amendements essentiellement rédactionnels, et sur les sanctions, certains parlementaires trouvent qu'on tape un petit peu fort sur le montant. Donc voilà, donc c'est vraiment des amendements qui sont très légers, qui remettent pas du coup, en cause ni le calendrier ni le dispositif. Donc on est bien sur une réforme qui va s'appliquer au 1er septembre 2026
quel que soit ce qui se passe au niveau du budget. Le calendrier est déjà dans le calendrier, donc les discussions parlementaires qui sont en cours, dans lesquelles c'est parfois difficile d'y voir clair sur cet article-là, c'est assez simple. Il n'y a pas d'amendement de suppression, il n'y a pas d'amendement de report. Il y a juste quelques discussions sur globalement le montant des sanctions, puisque certains parlementaires trouvent qu'on tape encore un petit peu trop fort. Voilà ce que je pouvais te dire sur cet article 28. En tout cas, la réforme, elle est vraiment actée dans les calendriers parlementaires et ça ne bougera plus. Merci beaucoup, Mathieu, sur ces aspects. Donc, sur les aspects de simplification, effectivement, on a une liste qui peut être consultable et vous pourrez nous contacter, bien entendu, que ce soit sur les aspects de tolérance également, hein, que ce soit au niveau des données à la ligne ou ce genre de choses. On va y revenir justement dès à présent, en commençant par les aspects opérationnels. Et là, je vais mettre ma casquette, on va dire, de responsable du groupe de travail en fait au sein du FNFE sur l'impact du B2G et sur les évolutions donc attendues dans le cadre des publications qui ont eu lieu au 31 octobre de cette année, donc qui est consacré effectivement, qui est concerné pardon par cette partie-là. Ce sont les entreprises émettrices, donc tous les fournisseurs de la sphère publique dans le cadre des commandes publiques, les structures publiques émettrices ou destinataires de factures également, bien entendu, et puis tous les opérateurs et éditeurs qui, au sein de cet écosystème, avec qui d'ailleurs la DGFiP a fait beaucoup de pré-réunions déjà pour préparer effectivement le terrain. Je rappelle qu'au niveau de Chorus, c'est maintenu, cette plateforme a donc été maintenue comme plateforme de l'État, et puis avec des fonctionnalités annexes, certaines qui restent un petit peu à préciser, mais les fonctionnalités annexes de facture de travaux, frais de justice, remboursement des taxes et des commandes et d'engagement restent propres au B2G et sont maintenues dans le cadre de Chorus Pro en parallèle effectivement de cet échange de factures et de plateformes agréées que va devenir donc ce portail de service Chorus Pro pour devenir une plateforme agréée comme les plateformes agréées que nous allons devenir et que plus d'une centaine auront rejoint. Donc les spécifications externes de Chorus, c'est une trajectoire de convergence avec le B2B, c'est-à-dire être en capacité de adapter l'existant au niveau des normes, puisque vous le savez aujourd'hui, vous déposez non pas des factures au format nécessairement électronique, mais au PDF. Et comme le PDF va disparaître de la même manière avec le secteur public que le secteur privé, eh ben, il y a une certaine convergence et une adaptation, on va dire, de ces flux qui vont arriver, et puis complétée par la solution pour répondre à des nouveaux besoins sur les cas d'usage, des alignements, des réunions de travail sont préparatoires. On va d'ailleurs publier en fait pour les membres du FNFE, je vous invite d'ailleurs à devenir membre, vont pouvoir effectivement accéder à ce groupe de travail et puis poser toutes vos questions s'il s'agit effectivement d'un marché pour vous essentiel. Donc, au sein des flux Chorus Pro, je dirais qu'on va en retrouver 4 principalement. Quand on voit existant, c'est ce qu'on appelle un petit peu en interne le canal historique, c'est-à-dire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire être en capacité de transmettre votre facture. Et on voit bien que dans le circuit B2G, donc quand vous êtes fournisseur vers l'administration publique, vous allez avoir un nouveau circuit qui va apparaître, tout simplement quand Chorus Pro s'alignera sur les autres PA et sera en capacité d'échanger avec une PA traditionnelle. Et là, on est on sera prêt au 1er septembre 2026, bien entendu. Et en parallèle de ça, ce circuit existant va avoir tendance à disparaître à des échéances qui, Cyril, tu me dis si je me trompe, ne sont pas encore tout à fait précisées à ce stade, effectivement. Mais pour préciser les choses, aujourd'hui, vous échangez des factures, y compris dans des formats qui sont des formats avant la norme européenne, même s'ils s'appuient sur les mêmes syntaxes. Donc les flux existants aujourd'hui continuent à fonctionner et continueront à fonctionner. Et d'ailleurs, vous pourrez continuer à les faire déposer sur Chorus Pro, qui pourra jouer aussi un rôle de plateforme agréée d'émission, pour ceux qui l'utilisent uniquement à destination du secteur public. Mais ce qui va être fait, c'est qu'en fait, les formats de la norme elle-même, donc on travaille au niveau de l'AFNOR, qui est complètement aligné avec VIDA à terme, vont venir se surajouter et ont vocation à remplacer les précédents, mais effectivement dans un timing qui va laisser le temps aux gens de passer d'une solution à l'autre, sachant que l'objectif, c'est que comme tout le monde va être obligé d'émettre des factures électroniques dans le cadre des nouveaux formats, l'idée, c'est qu'à partir du moment où ils le font pour les factures B2B, ils puissent faire les mêmes pour le B2J et que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'à horizon de septembre 2026, il faut au moins que les entreprises qui choisissent de passer par leur plateforme agréée pour traiter toutes leurs factures, qu'elles soient B2B ou B2J, puissent le faire, et donc Chorus s'adapte pour ça. C'est exactement Et ça. pour tout ce qui est J2B, parce que je le vois à droite, effectivement, comme ça n'existe pas aujourd'hui, eh bien, Chorus Pro a décidé de s'aligner directement sur les cas d'usage et la façon de fonctionner dans le B2B. Voilà.
Donc, au niveau des travaux. Donc, aujourd'hui, vos options sont très simples. Continuer le canal historique, le temps effectivement de cette bascule. Et puis, le secteur privé, recourir à votre PA. Donc, vous rapprocher de votre PA qui sera en capacité d'émettre votre facture avec quelques spécificités, bien sûr, hein, dans les données en fait, à transmettre, puisqu'on gardera les 3 données de facturation essentielles du secteur public, à savoir le numéro d'engagement juridique, le SIRET, bien entendu. Mais ça, on en parle. Et puis, ce qu'on appelle le code service ou code de routage dans le cadre du B2B. Hein. Cyril, il me semble que c'est effectivement ces 3 éléments qui vont venir compléter, on va dire, les données existantes. Bah, ils sont déjà prévus, mais sauf que pour Chorus Pro, encore une fois, il y a un dernier train d'obligations, dont il faut un numéro de SIRET et potentiellement un numéro de code service. Et c'est pas tout le temps, hein, comme vous savez, ça dépend du destinataire. Donc c'est juste une règle de gestion métier, hein, comme un grand acheteur pourrait dire, moi je veux un numéro de commande qui commence par P et qui fait 10 caractères. C'est le même type de contrainte. Hein, donc c'est rien de plus, sauf que c'est pour tout le secteur public. Et donc, le secteur public, lui, par contre, aura l'obligation d'émettre à travers Chorus Pro via cette plateforme. Alors, du reporting au cas d'usage, c'est le deuxième aspect opérationnel qu'on souhaitait aborder lors de cette conférence. Donc, je rappelle que le reporting va concerner principalement trois dispositifs, à savoir les données effectivement du B2B en vente internationale, en acquisition et en B2C, avec donc dans les règles de spécification qu'a indiqué tout à l'heure effectivement Mathieu, déjà forcément les mêmes données à transmettre dans le cas de la vente to be ou l'acquisition. Je ne sais pas si tu Oui, peux. oui, effectivement, la vente B2B internationale, en fait, les données qui vont être exigées, ce sont les mêmes que dans la vente B2B domestique, puisqu'en fait, on est censé fabriquer ses factures, donc on a accès aux mêmes données, bien sûr, avec la différence que l'acheteur n'a pas de numéro de sirène, mais il a un numéro intracommunautaire, mais c'est pratiquement un détail. Sur l'acquisition B2B internationale, à l'origine, c'était les mêmes données, mais effectivement, dans les mesures de simplification, les données de ligne ont été supprimées, enfin, elles sont plus obligatoires. Je pense qu'on peut encore les envoyer pour ceux qui veulent, mais pour l'instant, elles ne sont plus exigées. Donc ça, c'était important pour tout le monde, puisque ces factures, on les reçoit, elles ne sont pas électroniques sous forme de données, et donc ça imposait à aller faire un scan et une saisie de facture à la ligne, et quand il y a des factures de plusieurs milliers de lignes, ça coûte plus qu'un bras. Donc effectivement, là, on a pris en compte les besoins des entreprises, et il n'y aura que les données d'entête et de pied qui, elles, s'extraient de façon relativement simple. Sur le B2C, on est d'une façon générale sur un e-reporting du cumul quotidien, donc du chiffre d'affaires quotidien par taux de TVA et par catégorie de transactions. La difficulté étant plutôt par là, de savoir séparer ces catégories de transactions, vente de biens, vente de services, vente soumise à la marge bénéficiaire ou soumise à une TVA hors France. C'est plutôt par là qu'il peut y avoir une difficulté par rapport aux logiciels qui produisent ces données en général, qui sont des logiciels de caisse. Par contre, et quand on fait des factures, parce qu'il y a aussi des factures B2C, eh bien, on peut extraire les données de ces factures pour venir les cumuler. Et en général, dans ce cas-là, dans les factures, on a suffisamment d'informations pour avancer. Et donc, un cas d'usage, c'est quoi? C'est tout simplement un cas nominal qui n'est pas le cas nominal, je dirais, dans lequel en fait un vendeur émet sa facture à travers sa PA d'émission, et puis la PA de réception va pouvoir distribuer cette facture à son acheteur et à travers la Voilà, donc la description du cas d'usage nominal qui est faite dans la norme, qui est le premier, ça vise surtout à exprimer quand va se passer le cycle de vie, parce que pour une facture, elle est dans la norme, elle est transmise, tout ça se passe bien, mais c'est plutôt d'expliquer ce qui se passe quand elle est rejetée à l'émission, quand elle est rejetée en réception, quand éventuellement le vendeur veut transmettre une facture et que l'acheteur n'a pas encore choisi sa plateforme agréée. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Donc tout ça est décrit de façon extrêmement précise. Et puis comment ça se passe aussi quand la facture est refusée par l'acheteur ou quand il y a un litige et qu'on doit faire une facture rectificative ou un avoir. Donc on décrit de façon précise. Facture est passée, il y a un litige qui est posé, on me demande de faire un avoir, je fais un avoir, comment je valide l'avoir et la facture pour déboucler proprement tout ça. Voilà l'explication du cas d'usage dit nominal, qui est en gros le courant d'une gestion de facture dans lequel on n'est pas toujours d'accord pour la payer, donc il faut aussi gérer la facture rectificative et l'avoir. Ensuite, on a, je pense... alors, après, dans l'ensemble des cas d'usage, j'essaie de commenter la fin du slide. Oui, pardon.
Et effectivement, ça c'était le cas nominal, mais l'ensemble des autres cas d'usage, ce sont des pratiques dans lesquelles on va voir après une liste, je pense, Oui, et qui méritent d'être traitées particulièrement avec deux axes, comme je l'ai dit un peu au début. Le premier, c'est de dire, ah, pour le traiter, il nous manque des données dans la norme européenne, et on sait que des fois, il est nécessaire d'en mettre de plus, pour préciser mieux quels sont les acteurs en particulier, et préciser aussi des champs de données qui parfois sont nécessaires pour pouvoir bien fonctionner. Donc ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième, c'est aussi de travailler sur la chorégraphie des échanges, parce que la norme, en gros, elle dit, bon, c'est un vendeur qui envoie une facture à un acheteur. Mais enfin, quand on achète au travers d'une place de marché, c'est un peu plus subtil que ça, hein. C'est la place de marché qui fabrique la facture pour le compte du vendeur, qui éventuellement récolte l'argent pour le compte du vendeur. Donc on voit bien que dans les statuts, c'est un peu plus compliqué que ça. Quand on fait alors les factures multicommandes, multilivraison, ça va rentrer dans la révision de la norme. Donc déjà, la norme va être révisée et va faire rentrer une partie de nos extensions dans le cœur de la norme, ce qui est déjà bien. Mais on a aussi des cas, on voit la gestion des frais, par exemple, comment ça se passe quand j'ai mon salarié qui se balade, qui va au restaurant ou qui prend un billet de train et pour que je puisse ou qui va acheter un truc à la boulangerie pour l'entreprise, qui commence donc en B2C et qui après demande une facture. Effectivement, ça mérite d'être expliqué. Comment ça se passe quand on a une facture d'acompte? Donc je rappelle que pour tout acompte, c'est un élément important de la réforme, c'est qu'il va falloir mieux respecter la réglementation fiscale. Donc, depuis, je ne sais pas quoi, une trentaine d'années, quand on perçoit un acompte, normalement, il faut une facture d'acompte. Et cette facture d'acompte, depuis 2023, dans tous les cas, elle porte TVA, que ce soit des factures d'acompte sur biens ou sur services. Et pour finir, elle est toujours à l'encaissement. Donc, pour ceux qui choisissent les débits pour essayer d'éviter d'avoir des statuts d'encaissement, eh bien, il faudra quand même qu'ils en fassent pour les factures d'acompte. Et donc tout ça veut dire que dans la facture d'acompte, il y a de la TVA, mais dans la facture finale, il y a l'intégralité de la prestation, et il y a à nouveau, si on ne fait pas attention, à nouveau la TVA qu'on a déjà payée dans la facture d'acompte, qui est présente dans la facture. Donc là, il a fallu expliquer comment faire en sorte que, éventuellement, il y a un double comptage, un double pré-comptage dans le pré-remplissage de la TVA. Donc voilà des exemples un peu concrets de cas particuliers. Après, il y a effectivement, quand ça se fait payer par des tiers, et puis on a eu les derniers cas d'usage les plus importants. Enfin, les deux derniers qu'on peut citer, c'est des factures qui parfois sont dans les deux sens dans certains secteurs, parce qu'effectivement, c'est auto-facturé par l'acheteur qui vend en même temps des choses à son fournisseur à qui il achète des choses qui sont assez liées. Et donc, c'est une facture dans laquelle il y a des ventes et de l'achat en même temps. Et ça, c'est une problématique dont on aimerait bien se passer, mais elle est tellement utilisée qu'il faut quand même l'étudier. Et puis, on a un autre cas qui ressemble un peu, qui sont des intermédiaires qui facturent pour le compte de tiers, mais en leur nom, en fait. Donc, c'est bien eux qui sont le vendeur dans la facture, mais en fait, ils ne facturent pas pour leur compte. Et si on veut à nouveau que la TVA ne leur soit pas affectée alors qu'elle doit être affectée à ceux pour le compte de qui ils agissent, eh bien, il y a aussi quelques petites subtilités à mettre en œuvre. Donc voilà des exemples de cas d'usage. tout à fait. Déjà, on a déjà quelques questions d'ailleurs sur ces autofacturations qui vont arriver, dans lesquelles on va répondre. Et après avoir, merci Cyril pour toutes ces précisions. Mathieu, j'avance un tout petit peu sur cette partie plateforme, effectivement, sur cette immatriculation, parce que ça concerne l'auditoire, bien entendu, sur les plateformes agréées au niveau des travaux d'avancement. Donc, à ce jour, vous me dites si les chiffres sont corrects. Il y a je crois donc Mathieu, Cyril, 118 PA qui sont sous réserve ou validés, c'est-à-dire dont le dossier a été complété. Et puis sur l'annuaire, 51 à peu près, un peu plus de 50, et les chiffres changent chaque jour, hein, donc c'est pour ça. Et 51, ce sont à la fois celles qui sont en cours de test et ayant terminé leur test. Et je crois qu'il y en a déjà qui ont complété l'ensemble des tests pour la levée des réserves. Oui, Euh, quelques-unes, c'est ça. Enfin, les chiffres remontent tous les jours, notamment sur les packs actifs sur l'annuaire. Je crois qu'on a un petit peu plus maintenant aujourd'hui. Juste pour l'auditoire, pour préciser en quoi ça consiste. Donc, les plateformes agréées, c'est quoi? C'est des éditeurs de logiciels qui sont agréés par l'administration. Agréés pourquoi? Parce qu'en fait, on veut s'assurer qu'il y a un certain nombre de normes qui sont respectées, notamment des normes touchant à la sécurité, à l'hébergement des données. Par exemple, on demande que l'hébergement des données sur les plateformes soit forcément de l'Union européenne. On impose un certain nombre de certifications. Et maintenant, cette phase de plateforme agréée, on a réussi à terminer le dossier administratif, donc ça c'est terminé. Et là, elles sont en train de tester la partie technique, c'est-à-dire les raccordements. Est-ce qu'elles arrivent bien à nous envoyer des données? Est-ce qu'elles arrivent bien à se connecter entre elles? Donc cette phase, elle a commencé il y a un petit peu plus d'un mois et elle va s'achever pour les premières d'entre elles
début janvier, globalement. Elles avaient 3 mois pour réaliser leurs tests sur les 118. Et donc, ces tests d'interopérabilité qui sont en cours, ça garantit en fait que le système fonctionne, que les factures vont bien passer et qu'on va bien récupérer les données. Une fois que c'est terminé, les réserves qu'on avait mises sur ces plateformes vont être levées et elles seront immatriculées définitivement. Pour autant, c'est pas le bout du chemin qu'elles sont immatriculées définitivement. On s'assure ensuite, quand elles sont en production, c'est-à-dire quand le circuit fonctionne, qu'elles continuent de respecter la norme et on impose un audit par un organisme indépendant dans l'année qui suit l'immatriculation pour vérifier que même une fois qu'elles sont immatriculées définitivement, elles continuent de respecter leurs obligations, notamment leurs obligations de sécurité et de conformité. Donc voilà, donc c'est la manière qu'a l'État de réguler le dispositif en s'assurant que tout est conforme, que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de difficulté sur la qualité des données ni sur la sécurité des données. Donc fin des tests pour les premières plateformes, Marc l'a dit, il y en a déjà une dizaine qui ont réussi à faire tous les tests. Il y en a plusieurs dizaines qui sont en cours de test et la plupart devraient arriver janvier, février à terminer leur processus d'immatriculation. Et donc à partir de là, on aura les plateformes immatriculées définitivement par l'administration. Et ensuite, on en parlera un petit peu plus tard, on rentrera dans une phase pilote où on va tester le dispositif grandeur nature. Oui, avant de laisser peut-être une remarque de Cyril, juste pour dire, j'ai vu beaucoup circuler dans les réseaux sociaux ces derniers temps, comme quoi il y avait très peu de PA, etc., puisque des informations circulaient de la communauté des relais, et que évidemment, heureusement, c'est compliqué, c'est pas simple. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas en claquant des doigts juste une agrégation et une immatriculation de la part de l'État, donc c'est compliqué, mais ça fait plusieurs années que l'ensemble des PA et de l'écosystème y travaillent. Et donc, on est complètement dans les clous et en phase. Hein, c'est ce qui a été dit lors de la communauté des relais. Cyril, Mathieu, vous me dites si je me trompe. On est complètement dans les clous par rapport aux échéances qui vont arriver et on réalise tous nos tests d'interopérabilité pour être prêt à temps et avec cette obligation d'être prêt en ce qui concerne les 118 avant le mois de janvier, le 18 janvier, je crois d'ailleurs, quelque chose comme ça, enfin mi-janvier. En fait, il y a une période, les textes disent, enfin, je ne sais pas si c'est les textes d'ailleurs, mais en tout cas, la règle, c'est qu'à partir du moment où on a fini son dossier, on a 3 mois pour faire passer les tests. Donc, tous ceux qui ont l'ensemble des tests. Donc, tous ceux qui avaient déjà leur immatriculation sur réserve, ils avaient donc 3 mois à partir du 14 octobre jusqu'au 14 janvier pour passer leur test de qualification sur la partie concentrateur de données. Et ceux qui ont leur dossier plus tard, à partir du moment où ils l'ont, ils ont à cette date 3 mois. Donc, ça veut dire que la plupart, puisqu'ils sont quand même, il y en avait 111 sur les 118 qui étaient déjà là avant le 14 octobre, doivent finir leur test avant le 14 janvier. Elles sont toutes au courant parce que je pense qu'on l'a dit beaucoup de fois. Donc voilà, donc effectivement, il y en a 30 ou 40 qui ont commencé. Je pense que depuis qu'on l'a dit haut et clair, les suivantes vont commencer. Et puis les autres, effectivement, pour compléter les propos de Cyril, sont en cours. On y travaille et cette audit, en fait, est importante après dans le cadre. Donc, on n'a pas besoin de l'audit final, comme l'a dit, puisque l'audit, ce sera chaque année que l'APA devra y recourir. Donc, c'est vraiment à travers les tests d'interopérabilité avec le PPF, les tests d'interopérabilité avec une autre PA que seront attribués, comme l'a dit. Oui, Cyril, je te laisse compléter. Ouais, je voulais juste rajouter que l'audit, il faut en faire un à nouveau tous les ans. Donc, on a aussi une continuité, enfin, une mise à jour de l'audit. Hein. Donc, ça veut dire que tout ça est bien maintenu dans le temps long. C'est ça. Et donc, dans le cadre, effectivement, quand vous avez choisi votre PA en réception, vous avez donc un mandat de facturation qui est mis en place avec une adresse de facturation qui est définie. Et je voulais, par ces propos, donc préciser quelques éléments parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément compris comment ce mandat de facturation, en tout cas, comment définir une adresse de facturation et puis le fait de signer un mandat avec une PA. Soit en société unique ou en multisociété. Est-ce que peut-être Cyril et puis après Mathieu, vous souhaitez je peux compléter pour dire que déjà c'est loupé sur ton slide, mais c'est pas grave. Parce qu'effectivement, il y a la forme principale d'adresse électronique, c'est sirène_suffixe, et le suffixe, l'entreprise l'a choisi. Après, il se trouve que dans le secteur public, vous savez que l'élément de base, c'est plutôt le SIRET pour identifier les entreprises et qu'il y a un code routage ou un code service qui va avec. Donc, avant tout, pour les entreprises du secteur public, il y a la forme d'adresse sirène, SIRET et code service. Les entreprises peuvent essayer de faire pareil, mais ça oblige quand même à gérer d'abord ces codes de routage dans une base et ensuite à les mettre dans ces adresses sans qu'il y ait vraiment de nécessité de faire comme ça. Et donc l'objectif, encore une fois, et c'est un point important, les adresses, c'est pas Madame Michu au sein de l'organisation.
Les adresses, c'est des portes d'entrée de l'entreprise liées à des processus, donc normalement, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, il y a des données dans l'entreprise qui permettent, le numéro de commande, un tas de références qui permettent d'orienter la facture là où ça va bien pour le processus de validation. Mais il ne faut pas répliquer la complexité qui est que aujourd'hui, il faudrait envoyer la facture à Monsieur Bidule pour qu'elle soit traitée. C'est un traitement normal, je l'envoie à l'entreprise ou à une porte d'entrée qu'elle a définie pour mes factures, d'où la capacité d'en avoir plusieurs. Peut-être C'est juste un ça. mot Et sur le peut-être une mandat. précision. Et à chaque facture ne correspond qu'une seule PA, évidemment. On peut avoir plusieurs factures avec la même PA, mais on ne peut pas avoir une adresse avec plusieurs PA dessus, évidemment. Quand vous avez un email, c'est pareil, vous êtes hébergé chez un FAI et pas chez deux. Donc c'est exactement le même principe. Peut-être juste un mot sur le mandat pour préciser le fonctionnement. Mm. Ce mandat, vous pouvez soit le signer vous-même avec la plateforme agréée, soit si vous avez un tiers de confiance comme un expert comptable ou un éditeur avec qui vous travaillez actuellement, vous pouvez aussi la possibilité de lui déléguer cette signature. Donc, l'idée, ça serait de dire, écoutez, monsieur l'expert comptable, je vous fais confiance sur le choix de ma plateforme et donc vous lui donnez le mandat de le faire à votre place. Donc ça, là, c'est à vous de voir en fonction de votre écosystème proche. Si vous avez des tiers privilégiés avec qui vous travaillez, vous avez aussi cette possibilité de passer par certains intermédiaires, comptable, éditeur, conseil, enfin, peu importe, quelqu'un à qui vous donnez une délégation pour signer ce mandat avec une plateforme agréée. Et dans ce cas-là, c'est lui qui va vous embarquer sur cette plateforme-là. Donc, ça dépend vraiment de votre mode de fonctionnement en interne côté entreprise. Et c'est d'ailleurs une façon de fonctionner quand on a des intermédiaires. Tous les cas d'usage avec des intermédiaires transparents côté achat, des agents d'acheteurs et tout ça, effectivement, peuvent passer par ce mode de fonctionnement en disant je suis une société de gestion immobilière, et bien pour l'ensemble de mes clients, c'est moi qui vais définir la plateforme agréée pour recevoir les factures, vu que je les reçois déjà aujourd'hui. Et ce sera bien sûr leur sirène avec un suffixe qui va bien, mais c'est moi je vais m'arranger pour que ce soit sur une PA qui peut me faire traiter tout ça globalement. Voilà. Une dernière précision, merci Cyril et Mathieu. Dernière précision sur le mandat qui a été d'ailleurs bien relevé pendant la communauté des relais. Attention à la date de début en fait que vous indiquez sur le mandat. Je crois que c'est une information qui est renseignée. C'est la date de début, si mes souvenirs, si ce que j'ai dit est correct, qui correspond en fait à la capacité de l'entreprise à traiter une facture électronique. Oui, sachant que traiter une facture électronique, c'est juste la recevoir. Donc, globalement, les factures électroniques, quand on les reçoit, elles ont une forme lisible. Donc, on peut les traiter comme avant. J'ai envie de dire, ceux qui ont envie de les réimprimer pour les repasser à la mimine peuvent le faire. C'est un peu dommage, mais c'est juste ça. Donc, on choisit une adresse, on choisit une plateforme sur laquelle la recevoir. Ça fait une plateforme de plus, mais c'est la plateforme qu'on va garder plus durablement, a priori, pour l'ensemble de ces factures. Et ça me permet effectivement de basculer sur le pilote, puisque le pilote va permettre d'adresser des factures. Donc, à travers, ce sont toutes les entreprises qui, sur la base du volontariat, je ne sais pas qui souhaite peut-être commencer à parler de cette partie du pilote. Rapidement, pour préciser, le pilote, c'est quoi en fait? C'est une phase de test. C'est une phase de test grandeur nature sur des données réelles. Donc, on a à peu près aujourd'hui 350 000 entreprises qui sont inscrites dans l'annuaire. Et donc, petit à petit, on va tester le dispositif. Donc, de bout en bout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fois les factures vont circuler sur des données réelles entre entreprises, et on va aussi tester la récupération des données par l'administration. Donc, c'est vraiment le système de bout en bout. On débutera fin février jusqu'à fin août 2026. Donc, c'est une phase où, si vous avez la possibilité de le faire, venez tester le dispositif en avance de phase. Il faut avoir choisi une plateforme agréée. Et c'est les entreprises sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation au février 2026. Mais ça vous permet, vous, entreprise, également de tester votre système d'information pour voir si tout est bien paramétré, tout bien configuré pour le déploiement en septembre 2026. Donc, comme l'a dit Cyril, ça veut juste dire qu'en fait, on reçoit les factures électroniques et quand on l'a reçue, par définition, on reçoit une facture, on peut la traiter. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, si vous voulez maintenir en double vue, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Vous avez tout à fait la possibilité de traiter directement une facture électronique. Et ce pilote commence février 2026. Donc, tous ceux qui ont déjà choisi une plateforme, moi, je vous incite à y aller. Ça vous permettra de tester le dispositif de manière directe. Ouais. Je vais me permettre juste de compléter, excuse-moi Mathieu, c'est de dire, c'est plus qu'un test, parce qu'on dit test, mais en fait c'est un démarrage opérationnel. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et je vous inviterai pas à continuer à faire des flux papier ou PDF en parallèle des factures électroniques, parce que c'est pas comme ça qu'est écrit même la réglementation. La facture, elle est soit électronique, soit elle l'est pas. Et donc, faut pas avoir peur en fait quand vous envoyez une facture PDF par mail. Là, vous allez avoir une facture électronique qui va vous arriver, certes dans un canal à côté, mais qui aura la même tête.
Donc en fait, c'est juste de savoir la traiter là où elle arrive. Et aujourd'hui, encore une fois, le Forum national de la facture électronique, il reçoit des factures, et il essaie d'en émettre vers ses membres d'ailleurs, électroniques qui passent par le système. Donc ça marche parfaitement. Je pense qu'effectivement, il faut vraiment le vivre comme ça. C'est pas uniquement je teste, c'est plutôt je mets en œuvre en commençant par les cas simples, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de tout faire. J'ai parlé des cas d'usage, les trucs un peu compliqués, les achats de pub, les frais des collaborateurs, on n'est pas obligé de commencer par ça. On fait d'abord les factures simples avec le fournisseur que je connais, qui m'envoie une facture, ça c'est facile, et vous allez voir que ça apporte de la valeur, et puis après, on a le temps de travailler aux choses plus compliquées, de façon à ce que le 31 août, on ne soit pas dans un stress total en se disant demain, je vais découvrir un tas de trucs. Après, ce que vous allez pouvoir tester quand même sur la partie là, c'est la partie reporting. C'est-à-dire que Cyril a Mmh. complètement raison. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà échanger des factures, même si le pilote n'a pas commencé, puisque les plateformes sont en ligne, PayPal fonctionne, l'annuaire fonctionne. Le reporting, par contre, vous allez pouvoir le tester Mmh. que quand on sera en capacité de récupérer les données, et c'est quand même une phase du dispositif. Donc voilà, allez-y, voyez ça comme une préfiguration de votre système d'information pour voir si tout fonctionne bien. Des liaisons avec votre plateforme pour voir si tout fonctionne bien. Si vous avez de l'intermédiaire, même chose. Je sais qu'il y a des contacts qui prévoient déjà de tester s'ils arrivent à automatiser la comptabilité à partir des factures sur cette phase-là. Mmh. Donc c'est parti, vous pouvez commencer. Et puis si en fait on envoie donc une facture dans la phase pilote, même si le nom de pilote, enfin il n'y a que de nom le pilote, on est bien d'accord qu'il n'y a pas besoin en parallèle, comme l'a dit Cyril, d'envoyer une facture. Elle sera considérée par l'administration fiscale comme la facture originale. Ouais, Et non seulement il Faites n'y a pas déjà le coup besoin, mais aujourd'hui, hein. normalement, il ne faut pas le faire. Hein, je voilà, répète. Hein. loin même. Faites déjà le coup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des factures électroniques qui s'échangent et elles sont considérées comme des factures tout à fait valables. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Le fait, souvent, c'est plus une crainte de se dire attention, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une sorte de duplicata qui passe en papier, mais il n'est pas du tout obligatoire. C'est plus une forme pour se réassurer soi-même. Mais dans l'idée, ce double flux, il n'est pas utile. C'est vraiment une question de confiance et d'assurance, mais il n'y a pas du tout d'utilité sur ce double. Puis vous êtes exposé à comptabiliser la facture 2 fois en réception. Enfin, ça fait plus de Allez, problèmes que ça résout de solutions. Voilà, c'est ça. Un agenda, donc où allons-nous aujourd'hui? Donc là, vous allez pouvoir le constater. On est déjà un petit peu en retard, donc on va le passer très rapidement. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est cette phase de pilote, qui est donc une phase sur les données de production, entre guillemets. Et puis l'ouverture de CEPRO à partir de juin 2026, hein, qui est prévue en tout cas dans le cadre des échéances, avec une entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre. Bien entendu, et puis l'obligation d'émission après pour les TPE, PME qui arriveront un tout petit peu plus tard. Et si je Alors, vous... tu dis, je te complète, hein, l'ouverture de CEPRO n'est pas fermée, hein, donc il continue de fonctionner. Oui, C'est les pardon. nouvelles fonctions de C'est CEPRO. les nouvelles, oui, c'est le nouveau circuit qu'on a indiqué tout à l'heure qui sera disponible à partir de juin Voilà. 2026, sachant que le canal historique ou le canal existant continuera effectivement à être utilisé pendant cette période et même peut-être au-delà. Ça sera précisé ultérieurement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est après, c'est-à-dire que dans les perspectives 2026, on en a souvent parlé au cours de cette conférence de VIDA et donc du déploiement au niveau de l'Union européenne. On a la chance d'avoir Mathieu et Cyril pour en parler. Mathieu, je crois que c'est toi qui chapeaute un tout petit peu le projet au sein de la DGFiP. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Pas Et tout seul, donc, mais oui, je suis prépare. impliqué là-dedans, mais Cyril est parti fortement aussi. Rapidement, VIDA, c'est quoi? C'est une directive européenne qui impose un déploiement au niveau européen de la facture électronique pour tous les États membres d'ici 2030. Voilà, donc ça veut bien dire que l'État français n'est pas le seul à s'y mettre. En Europe, il y en a déjà qui y sont. Et donc, ce déploiement en 2030, il implique un certain nombre de travaux, notamment ce qu'on est en train de pousser aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une convergence européenne sur les méthodes, sur la format, sur les factures. Et surtout, une prise en compte des besoins des entreprises. Cyril en a parlé sur les cas d'usage. Une facture, parfois, c'est pas juste un acheteur et un vendeur, ça peut être des tiers, ça peut être des intermédiaires. Et donc, il faut faire en sorte que tout le monde y trouve son compte sans avoir besoin de changer trop leur pratique de facturation. Donc, ça s'appelle globalement des extensions à la norme. C'est ce qu'on a mis dans la norme. Il faut essayer de faire en sorte qu'elles soient impliquées au niveau européen. Donc, on a des groupes de travail au niveau européen qu'on reçoit d'ailleurs prochainement à Paris. On est impliqué au niveau de la Commission européenne pour que ça fonctionne à ce niveau-là. Et donc, à partir de juillet 2030, tous les flux intracommunautaires seront en facture électronique avec le même principe, un reporting de données pour les administrations fiscales européennes. Voilà, c'était assez rapide, mais c'est vrai que le temps file, donc je te rends la main. Donc, c'est-à-dire que vu de la France, c'est une extension de notre périmètre, au périmètre européen. Voilà, on fait tout pour que ça puisse se passer dans le cadre de ce qu'on fait en Europe. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays d'Europe qui commencent à regarder ce qu'on fait avec intérêt.
parce qu'on a déjà finalement réfléchi aux problématiques de e-reporting liées aux échanges de factures, là où d'autres pays, et aux besoins des entreprises, là où d'autres pays ont plutôt réfléchi théoriquement et s'y mettent en pratique, donc vont découvrir des choses bientôt. Une ambition importante de la France, mais en tout cas qui essaye de couvrir l'ensemble des aspects opérationnels rencontrés par les entreprises françaises. Donc, certaines entreprises, et je le vois sur les réseaux sociaux, peuvent croire que c'est extrêmement compliqué, mais c'est vrai que ça va être peut-être, c'est un peu compliqué au début, mais une fois que ce sera mis en œuvre, ce sera une grande simplicité. On n'aura pas besoin forcément de revenir dessus. On aura des améliorations à la marge qui se situeront. Sur la partie VIDA, je voulais aussi, donc, au niveau de la DGFiP, souligner le travail pédagogique qui a commencé par les équipes effectivement de la DGFiP. Moi, j'ai commencé à travailler sur Chorus avec l'administration il y a déjà presque 10 ans et on a pu voir aujourd'hui l'excellent travail réalisé de collaboration, donc que ce soit avec les commissions, hein, que ce soit effectivement Cyril Sotoro au niveau du FNFE et de la commission AFNOR, mais également de la DGFiP. Et on travaille tout le temps au quotidien dans les échanges et ce travail pédagogique sera accéléré au cours de l'année 2026 pour la DGFiP. Mathieu, tu me confirmes, hein, avec Oui, tout à fait. Alors, bon, là, sur l'écran, je pense que tu en parleras, on a un outil qui ressemble à un logigramme. C'est quoi un logigramme? Globalement, vous allez pouvoir tester en quelques questions quelles sont les obligations pour vos entreprises. Donc, vous rentrez vos références et ça vous sort à chaque fois une fiche individualisée par type d'entreprise. Par exemple, bah, je suis une petite entreprise, je fais des ventes en France, euh, j'ai un chiffre d'affaires de temps, mon régime primaire de temps. Bon, bah, du coup, quelles sont mes obligations en termes de facture électronique et quel est le calendrier de mes obligations? Donc il y a ça. Et puis dans le deuxième temps, début de l'année prochaine, on a une campagne de communication grand public qui va être mise en place avec bah, le classique radio, presse, télé, enfin, l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour faire connaître la réforme, en sachant qu'on s'appuie beaucoup aussi sur les relais. Les relais, c'est quoi? Bah, c'est les experts comptables, c'est les fédérations professionnelles, c'est les éditeurs, c'est l'ensemble des personnes que vous voyez au quotidien. Ça peut être votre banque aussi. Les banques proposent des systèmes de facturation. Donc, ce sont vos intermédiaires au quotidien, les personnes avec qui vous travaillez en compte entreprise, sur lesquelles on s'appuie pour relayer ensuite un message. Et puis, on a également au niveau des GFIP un réseau territorial, c'est-à-dire que dans tous les départements, vous avez des cadres de la direction des finances publiques qui sont dédiés à ça. Et on va aussi mettre en place un numéro de téléphone que vous pourrez joindre quand vous avez des difficultés pour comprendre les principes de la réforme. Donc, c'est un ensemble de dispositifs qui vont permettre d'accompagner au plus proche les entreprises pour que la plus grande partie d'entre elles ou l'essentiel d'entre elles soit vraiment prêt au septembre 2026. voilà, et puis peut-être au niveau de l'AFNOR, sur les commissions, effectivement, sur les travaux qui seront réalisés sur 2026 et l'accompagnement. Est-ce que, Cyril, tu veux apporter une précision? Bah, on va continuer à travailler, mais je voulais revenir sur ce que tu parles quand tu parlais de complexité. Ce n'est Oui, pas la réforme qui est complexe, c'est la vie qui est complexe. tout à Je fait. pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. La vie, elle est extrêmement complexe parce que d'abord parce que les entreprises ont essayé de se débrouiller pour optimiser leurs process, un peu chacun dans son coin. Donc, on a une très grande diversité. Et donc, l'objectif de la réforme et de la commission AFNOR, c'est d'aligner tout ça et de recentrer. Donc, évidemment, quand on fait la liste, on dit il y a 40 cas d'usage, c'est long, il y en a beaucoup, mais en fait, en réalité, il y en a beaucoup plus que ça à l'origine, et on arrive à les faire tenir dans une quarantaine de cas d'usage. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, il y en a plutôt de pratiques, il y en a plutôt une vingtaine à l'intérieur, il y a des cas d'usage qui se correspondent déjà beaucoup. Donc en fait, c'est bien un acte de simplification pour que l'économie fonctionne mieux, et de la même façon, en gros, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, quand on m'a coupé avant, au même problème, les mêmes solutions. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas des trucs qui existent déjà. Et la deuxième, effectivement, qui est très importante, c'est que pour que ça fonctionne, il faut arrêter de pousser sa complexité vers ses contreparties, qui est quand même le sport national, c'est-à-dire j'ai besoin de quelque chose pour mon processus, et en fait, comme j'arrive pas à le gérer moi-même, je demande à mes fournisseurs, parce que c'est mes fournisseurs, de gérer des données absurdes ou des processus complexes à ma place. Donc ça, il faut essayer d'éviter au maximum, parce que c'est ça qui fait que depuis 30 ans, on arrive à 20% de factures qui sont automatisées, ce qui est quand même pas merveilleux en termes de résultats. Au XXIe siècle, absolument. On termine rapidement par les questions, la fameuse session de questions-réponses. Alors, il y a une première question qui n'a pas forcément à voir avec le schmilblick, comme on dit, mais que j'ai trouvé quand même assez intéressant parce que ça parle de la dimension internationale. Est-ce qu'il y a une relation avec le Maroc? À ma connaissance, aucune. Mhm. Mais c'est vrai que le Maroc a aussi entamé en fait une étude en fait ou une procédure pour la facturation électronique.
mais il n'y a pas forcément plus à dire. Chorus Pro est-il également les premières questions qui arrivent, puis après on y reviendra. Ça, c'est une question qui arrive assez souvent en fait. Est-ce que j'ai besoin de créer une ou deux adresses de facturation si on fait la choix d'une PA pour le reporting ou d'une autre PA pour le invoicing sortant? On parle de sortant, donc on n'a pas besoin effectivement de créer d'adresse de facturation. Tu confirmes, Cyril, vis-à-vis de en ces sortant, voilà, les adresses de facturation, c'est pour recevoir des factures. Donc, c'est pour l'entrant. Après, on choisit bien sûr une plateforme agréée pour pousser son e-reporting ou pour pousser ses factures. Alors, il se trouve que quand on pousse des factures, il y a aussi une adresse électronique de l'émetteur, mais qui est une adresse électronique pour recevoir ses statuts, en fait. Donc, c'est un autre sujet qui, d'ailleurs, n'est pas a priori dans l'annuaire. On peut prendre la même adresse, hein, c'est pas un sujet. Mais il faut voir que les adresses dont on parle dans les mandats, ce sont les adresses de réception de factures. Voilà. Donc, on est uniquement de ce côté-là. Et après, on choisit des PA, une PA par adresse, plus les PA pour émettre du e-reporting ou pour émettre des factures. Une petite question peut-être pour toi, Mathieu. Est-ce que cette facturation électronique peut être en relation avec l'exportation ou l'importation? Je crois qu'il y a des réflexions, effectivement, enfin, en tout cas, qui sont à ce niveau-là, mais c'est bien à séparer, en fait, on va dire. Oui, alors, Je sais pas si tu comprends le vraiment la processus question. d'exportation, c'est pas vraiment de la facturation électronique, on va demander un reporting des données d'exportation. C'est-à-dire quand vous faites du facture en B2B national, on va demander les données, c'est du reporting international de ces factures. En importation, par contre, on ne le demande pas parce qu'en fait, on les a déjà, c'est les données qui passent en douane. Donc en importation, on ne demande pas d'e-reporting à ce niveau-là. L'importation, c'est par exemple une facture chinoise qui rentre en France sur des livraisons de biens. On a déjà les données, donc on ne les demande pas. Donc c'est vraiment c'est pas le volet facturation technique en tant que tel sur l'import-export, c'est le volet reporting qu'il faut étudier. Mmh. Chorus Pro est-il également la plateforme des satellites des collectivités? Si oui, est-ce obligatoire d'être sur Chorus? Je crois qu'on a répondu à cette question. Oui, la réponse est oui, donc. Oui. Voilà. Juste pour être bien clair. Parfois, un mot suffit, parfois, oui. Voilà. Concernant nos Chorus Pro, devons-nous modifier nos flux actuels ISO facturation électronique ou restons-nous sur les flux déjà développés en B2G? Je crois qu'on a également répondu à cette question. Voilà, si vous avez le temps vous pouvez rester sur vos flux, mais il faut rester en dépôt sur Chorus Pro et vous pouvez passer sur les flux de la réforme à partir du mois de septembre 2026, enfin, mise en prod en juin 2026. Voilà. Alors, sachant qu'il y a quelques cas d'usage, mais là on va y travailler en parallèle, sur lesquels il n'y a pas un alignement complet entre le fonctionnement B2B et le fonctionnement B2J, et essentiellement le cas d'usage des co-traitances et sous-traitances, mais effectivement il y aura un alignement qui va se travailler dans les mois à venir. Question sur le reporting pour les micro-entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir une comptabilité. La comptabilité ou pas, normalement, vous facturez quand même vos clients et vous recevez quand même des factures fournisseurs. Donc, en fait, on ne touche pas à vos règles comptables, on touche à vos factures. Donc après, si vous ne facturez pas, c'est un autre sujet qu'on ne développera pas aujourd'hui. Quand on est dans l'annuaire, tout à fait, effectivement, c'est autre chose. Quand on est dans l'annuaire, on se doit de faire. Facture reçue par le syndic pour le compte d'une copropriété. Des petites questions un petit peu particulières comme ça, j'y rentrerai pas forcément dans le détail. Non, mais ça dépend si la copropriété est assujettie. Alors, c'est vrai que dans les règles de gestion, parce que les questions viennent souvent, est-ce que je suis dedans? Première question, est-ce que je suis assujetti? Deuxième question, est-ce que mon destinataire, client, fournisseur est assujetti? Déjà, là, on répond à pas mal des questions. Et ensuite, effectivement, dans le cas d'un syndic, si c'est pour une copropriété qui est assujettie, alors elle est dans le cadre de la réforme et elle peut intervenir pour plusieurs copropriétés, effectivement, en tant que tiers qui a donc créé des adresses de facturation électronique de chacune de ses copropriétés, mais sur lequel elle s'est organisée pour que sa plateforme agréée ait accès à ces factures facilement pour elle. Donc voilà, c'est assez simple. C'est assez simple. Il y a vraiment beaucoup de questions. Dans le cadre d'un changement de SI, dans le cas d'un changement de SI, donc quelqu'un qui a identifié un changement de système d'information, peut-il y avoir des tolérances de la part de l'administration? Donc ça, je pense que c'est peut-être à répondre de manière plus privée, mais à ma connaissance, voilà, on est tous. Tolérance sur les sanctions, c'est un sujet qui revient assez souvent. Donc, bon, on est plutôt dans une logique d'accompagnement que de sanctions, mais il y a un point sur lequel on sera assez dur, c'est le fait d'avoir choisi une plateforme de réception, parce qu'il ne faut pas bloquer vos fournisseurs. Si vous n'avez pas choisi des plateformes, vous allez bloquer l'échange de factures. Ensuite, s'il y a des problèmes techniques, c'est pas la première grande réforme qu'on accompagne. La DGFiP s'est accompagner les. Moi, j'incite vraiment, choisissez votre plateforme de réception dans le calendrier, parce que c'est là-dessus où on sera le plus strict, entre guillemets, sur le volet sanctions.
Quelles sont les sanctions éventuelles en cas de non-conformité s'il n'y a pas de distinction entre la livraison de biens et les prestations de services? Donc là, on rentre un petit peu dans le détail. Mmh. Peut-être qu'on peut y rapporter Alors, je précision. parlais des sanctions fiscales. Les sanctions fiscales, c'est 15 € par facture, mais là, c'est pas vraiment le sujet. Le problème, c'est que ça fait partie des balises obligatoires. Donc, si vous le remplissez pas, vous risquez d'avoir un problème juste pour émettre votre facture, parce qu'on a besoin d'avoir la catégorisation. Donc, la plateforme va vous dire, il manque une donnée obligatoire dans votre facture, et elle va vous la demander. Donc, c'est pas toujours évident de la catégoriser, mais en fait, là, la norme étant publiée, les éditeurs sont en train de mettre à jour leur logiciel. Et cette option, elle va apparaître dans vos logiciels petit à petit avant septembre 2026. Donc, ça fait pas partie des données qui sont les plus dures à rentrer. Hein. Vraiment, vous allez savoir si c'est du bien ou du service. Parfois, il y a du mixte, il y a un champ cadre mix qui existe aussi quand vous faites les deux. Donc, c'est pas vraiment un sujet de sanction, c'est plus faut être conforme pour que les factures passent. Et je pense que c'est le moment de dire ce que Mathieu dit assez souvent. Tout ça permet de faire du pré-remplissage. Et ce qui compte, c'est la déclaration de TVA. Et quand, en termes informatiques, on a quelques difficultés dans des coins pour être juste dans les factures et avoir un pré-remplissage juste, on a même identifié des cas où on sait que ce ne sera pas possible. Eh bien, c'est pas plus grave que ça. L'intérêt, c'est de savoir qu'on va diverger entre le pré-remplissage et la déclaration de CA3. Et donc, si on a besoin d'expliquer, on saura expliquer. Voilà, c'est Thierry qui nous a posé pas mal de questions assez techniques. On y reviendra en particulier parce qu'elles sont assez intéressantes. Mais les PA actifs sur l'annuaire ont tous développé les API AFNOR. Ça, c'est peut-être pour toi, Cyril. C'est un peu pour nous deux parce qu'effectivement, elles existent. On est en train de sonder l'ensemble des PA pour voir si elles sont en cours d'implémentation, si elles envisagent de le faire, voilà. Et en fonction de ça, il sera décidé si on le rend obligatoire ou pas, ou si on laisse le marché se les approprier. Voilà, Enfin, donc l'organisme qui va valider les PA, c'est la CIM, hein, mais bon, c'est là, peu importe, en fait, c'est un organisme effectivement qui est chapeauté par l'AIFE et la DGFiP. Peut-on donc au niveau de la déclaration de l'annuaire, moi ou ma PA, c'est l'APA qui va donc alimenter l'annuaire. Et donc c'est bien se mettre en conformité avec le mandat de facturation dont on a parlé au départ. Nous avons aussi une autre question qui revient assez souvent. Quelles sont les démarches que mon entreprise doit engager pour participer à la phase pilote? Eh ben, je dirais que c'est en discussion avec sa PA, principalement, puisque comme c'est surtout en activant son adresse électronique, parce qu'on est prêt à recevoir ses factures. Et ensuite, effectivement, à voir si on est prêt à pousser du e-reporting, qui est un pas de plus dans le e-reporting plus dans le pilote. Alors, pour les auto-entrepreneurs qui émettent de très faibles factures, y aura-t-il des PA qui leur proposeront des services gratuitement? Eh ben, effectivement. C'est déjà le cas, oui. C'est déjà le cas. Écoutez la radio, il y a des pubs qui disent déjà ça. Hein. Exactement, absolument. Après, le gratuit, ça peut être une solution, mais ne vous jetez pas forcément sur le gratuit. Hein, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Donc, le gratuit, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Regardez vraiment la diversité déjà. Et mais en général, le gratuit, c'est qu'on sait déjà faire des factures conformes. Donc, si vous avez besoin de Concède, que vous aider pour fabriquer des factures, pour les saisir, c'est normal, il y a un petit paiement pour pouvoir fabriquer ces factures. C'est ça. Et une facture. Et pour dernière question, et après on y répondra de manière individuelle aux autres. On reçoit beaucoup cette question: à quelle date dois-je appliquer l'autofacturation, la date d'obligation du fournisseur ou celle de l'acheteur? Et en fait, les gens n'ont pas forcément bien compris cette règle. On a parlé de cas d'usage tout à l'heure. Pourtant, en fait, c'est pareil, on déroule un raisonnement. L'autofacturation, ce n'est rien d'autre qu'un mandat donné au client pour fabriquer la facture au nom et pour le compte du fournisseur. Donc, c'est une facture dans laquelle le vendeur est le fournisseur. Et ce qui compte, c'est qui est le vendeur. Voilà. Exactement. Donc, si le fournisseur est une PME, eh bien, l'obligation d'émettre, et il a le droit d'anticiper, hein, l'obligation d'émettre, c'est le 1er septembre 2027, mais comme il a le droit d'anticiper, s'il a donné son accord à son client peut commencer plus tôt. D'ailleurs, il peut commencer aujourd'hui, s'il veut. C'est vrai. On le reçoit, nous, en discutant avec en fait, les entreprises avec qui nous travaillons déjà sur cette partie facture. Certains ont fait le choix d'attendre 2027 et d'autres ont fait le choix d'anticiper et de standardiser leur processus, quelle que soit la taille de l'entreprise, du fournisseur. Donc, un grand merci. Je vais terminer effectivement cette conférence parce qu'on a dépassé de 14 minutes. Un grand merci à Cyril et à Mathieu pour leur présence très rapide, qui ont su changer leur agenda pour pouvoir participer. On t'a coupé le son, vu de chez moi, je t'entends plus. Hein. Ouais, j'ai plus de son non plus.
C'est On était au Webikeo qui est maître censure. on en était au remerciement, en tout cas. Je sais pas si on peut Sinon, s'auto-remercier à la place de Marc, du coup, parce qu'on peut prendre le relais sur certains points, mais merci Marc, en tout cas, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. merci à tous. Ouais, Marc, il arrive plus, et ça y est, c'est fini, la voix coupée définitivement. Il va le faire en signe. Merci beaucoup, Marc. Merci, au revoir. Au revoir.